C'est parti. Bon, ceci étant dit, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Frédéric du 8 septembre 2020 à 19h. Donc, du jour ce soir, en 1, ouverture de l'Assemblée, en 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, en 3, adoption du procès verbal de la séance du 10 août 2020, en 4, compte à payer, en 5, courte période de questions, en 6, renouvellement de l'entente avec la Croix-Rouge, 7, appel d'offres public pour la collecte des matières résiduelles, 8, abri pour réserve de sable, 9, avis de motion et projet de règlement sur la circulation des motoneiges, 10, rapport des comités, en 10A, loisirs, circulation des écoliers dans la cour d'église, en 10B, culture embellissement, pancarte annonçant la bibliothèque. 11, correspondance, une correspondance du Club Quad Amiens, mais on va en ajouter une aussi. On va parler de la correspondance qui circule en provenance du cabaret que tout le monde reçoit, là, qui soulève, semble-t-il, quelques questions, avec raison. En 12, périodes de questions, en 13, questions diverses. As-tu été mieux de le mettre en questions diverses ou dans correspondance? On va peut-être questions diverses. Le mettre en questions diverses. Hein? Donc, ça, ce que j'ai dit, on va y aller plutôt avec 13.1. Rappelons ça lettre cabaret. Et 14, ce sera le levé de l'Assemblée. Les conseillers, si ça vous semble conforme, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'autre jour, M. Jean-Denis Vachon. Point 3, c'est l'adoption du procès verbal de la séance du 10 août 2020. Vous avez fait vos lectures. Je propose l'adoption. Madame Joanne Dugal. Point 4, les comptes à payer sont exactement du montant qu'on a étudié à l'atelier de travail, soit de 149 396,92. L'occasion des étudiants en détail. Ça vous convient, donc c'est proposé par Mme Lucie Gilbert. On est c'est où, Mme la secrétaire générale? Voulez-vous que je signe le procès verbal? Non, on va le faire. Une autre fois, c'est beau. Au point 5, courte période de questions. L'histoire, il va résoudre des petites questions vite fait, bien fait, ou on regarde ça pour la fin? Vous êtes éparpillé, vous couvre grand. Regardons ça pour la fin, pour être meilleur. Au point 6, renouvellement d'entente avec la Croix-Rouge. Donc, la municipalité a une entente avec la Croix-Rouge en cas de sinistre pour venir en aide aux personnes qui seraient, c'est sûr, Cathy, qui seraient mal pris. Oui, ça arrive à l'occasion, là, tu sais, que quand, mettons, quelqu'un a un feu et qu'il perd sa maison, ils vont l'aider, tu sais, à les relocaliser. Des fois, ils vont payer une moitié de jour, des fois, ils vont s'en venir en sous-vêtements et aller dans des cas comme ça. Les biens communs sont assurés. C'est facile de faire des choses avec ça. L'entente prévoit que ça nous coûte combien? C'est à peu près 140 quelques dollars par année. C'est une entente de combien de temps? 3 ans. De 3 ans. C'est bon. Si ça vous convient, c'est proposé par Mme Allemande. Au point 7, ce soir, on passe une résolution pour aller en appel d'offres public pour la collecte de matières résiduelles pour que la directrice générale puisse préparer l'appel d'offres. Donc, voilà en soumission pour, parce que le contrat arrive à son échéance. Quoi que dans le contrat, on réfléchit à différentes options. Ça demande si c'est vraiment une bonne idée, par exemple, de mettre une collecte de résidus verts. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé. C'est quelque chose qui est vraiment utilisé. On a aussi des petites démarches. Il y a un fonds à la MRC qui a été accumulé sur plusieurs années, qui est fait pour ça, pour mettre en place des éco-centres dans les municipalités. Et j'ai signifié l'intérêt de pouvoir rendre ce service-là disponible à Saint-Frédéric pour nos citoyens. Donc, ça pourrait aussi remplacer, par exemple, la collecte des gros ordures ou des résidus verts ou des affaires comme ça. Souvent, au ménage du printemps, les gens sont mal pris avec le balayage de cours ou des affaires comme ça. Tout le monde n'a pas une terre à bois pour aller mener le mélange de deux affaires. Des fois, il y en a qui ont besoin de ça. Ou à tout moment, là, tu es obligé d'attendre au printemps à l'automne pour acheter le matelas ou un vieux divan, des choses comme ça. Ça pourrait être pratique. Ça pourrait être drôlement pratique. Et en plus, ben, on aurait un sérieux coup de pouce financier pour mettre ça en place. L'argent est là, puis on y aurait accès. J'ai signifié l'intérêt.
On va essayer de prévoir ça. J'ai justement ma réunion de la MRC demain. Je vais en profiter pour en jaser où c'est rendu avec le directeur général de la MRC. J'ai eu quelques échanges avec la personne qui s'occupe du dossier à la MRC, puis on va regarder ce qu'on peut faire pour avancer là-dessus. Donc, on va essayer de le prévoir dans notre appel d'offres, mettre ça optionnel, par exemple, les collectes spéciales-là. On va regarder aussi, voir si, comme d'autres municipalités font, est-ce que c'est encore une bonne idée que ce soit la municipalité qui gère les conteneurs des industries? Par exemple, dans bien des cas, souvent, c'est chaque usine prend son entente avec, selon ses besoins, la fréquence, le type de conteneur, tout ça. Il y en a qui ont des compacteurs, et ainsi de suite. Il y en a qui ont des systèmes particuliers, qui aiment bien mieux s'arranger avec les affaires, pour avoir le nombre de conteneurs qu'ils veulent, prendre une entente directement avec le fournisseur. Donc, peut-être que c'est mieux pour nous autres de gérer seulement les déchets domestiques dans les petits bacs qui ramassent par un camion, qui soulève le petit bac noir, que de gérer les conteneurs de toutes sortes de grosseurs. Puis là, ben, ça change. Puis, on a quand même une réalité qui évolue à Saint-Frédéric avec ça. Il faut quand même communiquer avec quelques entreprises, voir comment ils voient ça. Ça leur coûte cher. Ils n'ont pas toujours le service qu'ils voudraient. On a une taxation en lien avec le nombre de conteneurs. Par exemple, je vais donner un exemple. Mettons l'usine Safari Condo, aimerait peut-être avoir plus de conteneurs éparpillés, mais les faire ramasser moins souvent. Je vais donner un exemple. Et nous autres, il faut mettre une taxation uniforme pour se comprendre là-dedans. On ne va pas commencer à prendre la revenu administrative. Donc, peut-être que les autres feraient ramasser les conteneurs moins souvent, mais ils en mettraient plus. Tandis que l'autre usine à côté les ferait ramasser, ils n'auraient bien qu'un, mais les ferait ramasser plus souvent. Donc, donner la chance à chaque entreprise de différencier selon ce que chacun a besoin. Peut-être qu'on se retirerait complètement de ça. Dans ce temps-là, ben, les usines n'auraient complètement pas de taxes évidentes sur le compte de taxes municipales, tout simplement. Chacun s'arrange avec selon ce qu'il a besoin. Peut-être qu'il y aurait un meilleur service en VA. Ça fait partie des choses qu'on va regarder. Donc, on passe quand même la résolution ce soir, là, mais le détail de la vie d'appel d'offres va être modulé selon les démarches qu'on va faire. Bon, vers où on va aller. Si ça prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption, M. Michel Saint-Pierre. Il serait également américain, ça, des gars, certaines s'y branchent. Au point 8, on passe une résolution ce soir pour mandater les travaux publics de faire l'acquisition d'un abri pour la réserve de sable. Le montant d'achat est de, me semble, c'est 8 500. 7 395 plus taxe. C'est l'installation comprise. Plus taxe, ça fait 8 500. Ou à peu près. Mais on en retire une bonne partie des taxes, ça fait 7 300 pour moi. Ce montant-là s'ajoute évidemment à notre simulation du déneigement, sauf que dans notre simulation, on avait figuré 1500 tonnes de sable. Et en pratique, on en a acheté seulement 450. Et il nous en reste l'année passée. On s'est aperçu aussi qu'en mettant un abri pour protéger le sable, ça évite que le sel se fasse dissoudre par la pluie. Donc, ça change toute l'affaire. À l'époque, autrefois, et Robert, ça pourrait nous en parler, à l'époque, quand il y avait le tas de sable dehors, qui mouillait dessus, il y a des gros montons de glace que Robert m'a raconté qu'avec la masse qu'on a fait, les montons de terre gelée, ça a charru, puis c'était la fin du monde. Tandis qu'avec le tas de sable dans l'abri, c'est pas vraiment la même affaire. C'est vraiment merveilleux parce que le sel agit, il ne se dissout pas pendant le reste de l'été, fait que le sel reste là. Donc, bref, même si ça coûte 7 300$, on l'a déjà dans le budget complètement parce qu'on l'a économisé totalement sur le volume de sable qu'on a pu épargner par la méthode de travail qu'on a fait. Ça fait que c'est. Et l'équipement en question est garanti. Là, en étant installé par le fournisseur, il était garanti plusieurs années. 10 ou moins de 100. La seule affaire, le délai de livraison, c'est 4 à 6 semaines. On va se croiser les doigts que. Tout est d'accord. Donc, si ça vous convient, on aurait quelqu'un pour en proposer l'option du suivi Saint-Pierre. Au point 9, pour l'intérêt de tout le monde, là,
encore une fois, comme je vous dis de temps en temps, là, les conseillers, on l'a bien simple, bien tranquille. Là. Tous ces points-là, là, on a l'occasion d'en causer, d'en débattre, d'en discuter longuement, très, très, très longuement, en atelier de travail, des fois même jusqu'au lendemain. Ça fait que les tout pas, s'ils sont sages, je pense qu'ils sont parfaitement au courant. Si vous me voyez amener un sujet et tout le monde a envie de graffiner à l'arrière de moi, c'est parce que là, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est le sujet pas mûr, il y a peu qui va pas. Quand les conseillers sont bien tranquilles, c'est parce que ça va bien. Ils ont eu le temps d'en discuter en masse. Tout est sous contrôle. Ça nous amène au point 9, avis de motion et projet de règlement sur la circulation des motoneiges. Ça, ce point-là, on va devoir le reporter parce que le monsieur du club, le président du club de motoneige m'a appelé. Il avait demandé la circulation du rang 2 jusqu'à la limite de Saint-Séverin. Il devait passer sur la terre du groupement forestier. Il est juste traversé de Liais pour aller reprendre la route. Ouais. Et puis, là, finalement, avec le groupement forestier, ça ne fonctionne pas très bien parce que le groupement forestier, on parlait avec les propriétaires du lac Pelcha. Puis eux là, sont vraiment contre ça. Ils ont dit ça va faire du bruit, puis ils vont pas reprendre le chez nous. Fait que là, ils vont regarder d'autres alternatives. Fait qu'au lieu d'adopter quelque chose qu'on soit au bout d'en commencer, on va attendre le mois prochain, on va attendre les autres. L'annonce de la neige, mais pas cette semaine. On va avoir le temps de le voir venir. Si je peux, ce qu'on a discuté, c'est qu'il y avait une demande du club de motoneige. Comme municipalité, notre position, c'est d'essayer de répondre aux besoins des citoyens. À quelque part, on est en campagne, il y a beaucoup d'utilisateurs de motoneige. À partir du moment où ça cohabite bien avec les citoyens, avec les propriétaires fonciers, c'est bien évident qu'il faut que ça cohabite avec les propriétaires fonciers. Il faut respecter tout le monde. C'est pour ça que c'est important l'information que tu amènes. La municipalité ne donnera jamais d'autorisation en s'opposant aux propriétaires fonciers. C'est évident. Il faut que ça cohabite. Une chose qui est sûre, c'est que si les gens prennent la peine de faire la demande, de faire la démarche, on aime mieux voir une activité, quand elle est structurée, est encadrée par un club qui fait ça comme il faut, qui balise les sentiers, qui fait ça de façon structurée et intelligente comme il faut, qui favorise la vie en campagne pour tout le monde, dans l'intérêt de tout le monde. Puis à Saint-Frédéric, il y a sûrement beaucoup d'utilisateurs de motoneige, d'amateurs de motoneige, c'est correct. C'est bien correct. Donc, mais il faut que ça se fasse en collaboration avec tout le monde. C'est bien correct. Moi, je pense que la municipalité va être enchantée d'appuyer, mettre en place un projet pour autoriser la circulation dans ces chemins qui sont fermés, à partir du moment où ça ne s'oppose pas aux citoyens qui sont là. Donc, il faut un travail de collaboration pour trouver les meilleures places pour rejoindre l'intérêt des gens, que ça marche, que ça fonctionne. Je pense que c'est pas mal mieux de le baliser, de l'encadrer, de le mettre dans un règlement, de l'autoriser avec un cadre, que n'importe qui passe n'importe où, n'importe quand, sans permission, que ça fasse n'importe quoi, pour faire des dommages sur des terres des gens. Je pense que c'est pas mal mieux. C'est pas mal mieux de le permettre avec un cadre raisonnable que de ne pas permettre d'essayer d'interdire de quoi qu'on ne peut pas contrôler. Ça nous amène au point 10. Rapport des comités. Au point 10A, loisirs. Je ne sais pas trop si ça relève de loisirs ou plutôt des cas de famille, là, mais disons que tu l'as mis dans loisirs. J'en avais pas. Est-ce que tu vas en parler un petit peu? En fait, c'est concernant la circulation, comme c'est écrit, des écoliers dans la cour d'église. Dernièrement, il y a plusieurs parents qui nous ont interpellés à ce sujet-là. Il y a déjà eu un plan de déplacement qui avait été fait concernant les écoliers pour l'école. Donc, c'est pour dire qu'on travaille encore à sécuriser ça, si je peux m'exprimer ainsi. Puis là, temporairement, cette année, on a mis des comptes d'un nombre de cimetières, dans le fond, pour délimiter une zone pour les marcheurs. C'est pas nécessairement toujours respecté, mais au moins, c'est une zone qu'on sait qu'il n'y aura pas d'auto. Donc, on encourage les parents à dire à nos enfants de circuler là. Pour le moment, c'est comme ça, mais on aimerait ça trouver une solution permanente. Avec le plan qui avait été déposé, ça remonte à 2 ans. C'est pas qu'on ne l'a pas poursuivi, c'est que suite à ça, on a fait une demande de subvention pour la signalisation. On a eu la réponse l'hiver qui vient de se terminer. Ça a été une réponse signative. On essaie de trouver d'autres solutions là, dans la limite de notre budget qui est en lien avec le plan de l'opération pour sécuriser tout ça.
La situation évolue pas mal avec l'école. Vous vous rappelez, par exemple, vous autres, quand vos plus vieux étaient en maternelle, ils avaient dû être déplacés de notre école parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants pour former un groupe. C'était le tien, là? C'était pas quand tu les sciences, c'était Mathieu. Puis c'était Mathieu aussi. Puis, il y avait à peine une soixantaine d'élèves à cette époque-là à l'école. C'était pas mieux. Au contraire. C'était pas ça qu'on souhaitait. Alors là, aujourd'hui, on a l'heureux problème que là, depuis cette époque-là, imagine-toi donc, ici, on est rendu à au-dessus de 160 et... On frôle le 170 élèves à l'école. Ça te dit quelque chose, hein? Dans les 160, pas de chiffre exact. Donc, sur un peu plus qu'une dizaine d'années, l'école a plus que doublé sa clientèle. On approche de tripler. C'est. Mathieu, c'était 7 enfants. 6 Saint-Frédéric, 1 Saint-Vieux. Ouais. C'est incroyable, là. Ça fait qu'évidemment, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer une réalité qui évolue comme ça. Là. Il faut s'adapter. Et là, avec le contexte de cette année, ben là, ils ont été obligés de changer des choses dans les distances de marche, dans le nombre d'enfants dans les autobus. Il y avait certaines inquiétudes des familles pour l'accès à l'école. Donc, on a demandé aux travaux publics de les mettre pour ranger le compte. On a mérité l'autre cimetière, de mettre un camion de la municipalité pour l'arrivée des élèves la journée de la rentrée. Je suis personnellement allé voir comment ça se passait le premier vendredi et le premier lundi aussi. Malgré tout, ça se passe très, très bien. Il faut dire que, je dis un peu à la blague, là, pas le bord métropolitain à Montréal non plus. Je pas changé non plus. Là. Tu sais? Puis, ben, on a les habitudes de la campagne. Hein. Ça fait que ça revient en jour d'église, tu sais, puis tout, là, mais on va dire qu'on est super discipliné, là, mais ça se passe bien. On n'est pas trop nerveux non plus. Ça fait que les enfants passent en avant de ça. Il y a une certaine habitude qui s'est prise. C'est pas le chaos total. C'est pas la grande discipline, là, mais c'est pas le chaos. Je n'ai pas trouvé que c'était dangereux. Notre brigadière est là, puis elle fait un travail absolument exemplaire. Si je peux insister là-dessus beaucoup, là, on a la chance à Saint-Frédéric de pouvoir compter sur Aline, qu'on ne la remercie pas souvent, mais plus souvent sur les projecteurs pour être mis en honneur, mais Aline a fait vraiment un travail fantastique, puis elle répond toujours présente et est très proactive. Elle prend soin des enfants, elle regarde arriver les camions, puis elle va remettre la pancarte toute devant le camion, elle attend que le camion soit passé, puis elle attend que la 112 soit dégagée. Elle fait avancer les enfants quand les autos ont le temps de l'avoir venir pour ralentir. Puis ça se passe très, très bien. Les parents peuvent être rassurés que quand la ligne est là, ça se passe très, très bien pour traverser la 112. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est très, très sécuritaire. Puis après, dans la cour d'église, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire prendre l'habitude aux enfants de longer le cimetière, parce que dans la cour d'église, il peut y avoir un petit peu de circulation, les autobus qui sont payés, les parents viennent rencontrer leurs enfants. Bon, on essaie de faire prendre cette habitude-là. Mais dans l'ensemble, j'ai constaté que ça se passait, somme toute, passablement bien. C'était pas parfait, là, mais c'est somme toute très bien. Puis ça se fait aussi en collaboration avec la fabrique. Il ne faut jamais oublier que la cour d'église, c'est un terrain privé qui appartient à la fabrique de Saint-Frédéric, qui pourrait très, très bien mettre une barrière et dire passez-moi là, on est chez nous. Alors, ça se fait en collaboration, ils partagent leur espace pour rendre service à tout le monde, puis ça marche sur la bonne entente à la façon de Saint-Frédéric, puis c'est correct comme ça. Disons que ça a toujours marché comme ça, fait qu'on essaie de s'entraider, de marcher en collaboration. Ça se passe quand même très, très bien. Je dirais, il n'y a pas de préoccupation à avoir, mais on essaie d'être vigilant. Ça nous amène au point 10B, culture et embellissement. Donc, Lucie, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? La pancarte annoncée à la bibliothèque, c'est qu'il n'y a pas de pancarte. Vous savez que la bibliothèque est à l'ancien presbytère, en arrière, qu'il faut rentrer pour aller par le sol. Et puis, ça fait une couple de fois qu'il y a des gens qui cherchent la bibliothèque, qui se demandent où est-ce qu'elle est, par où qu'on passe, même en atelier de travail. L'autre jour, il y avait quelqu'un ici, pendant l'atelier, qui cherchait où était la bibliothèque, qui savait pas. Il n'y a rien où la bibliothèque est située présentement qui annonce la bibliothèque. Donc, on va mettre une pancarte au chemin qui va annoncer que dans cet édifice-là, il y a la bibliothèque, mais il y a aussi la chambre de commerce, il y a aussi le bureau pour la fabrique, puis il y a aussi l'Ange d'or qui est là. Donc, on va faire quelque chose là, sur le bord du chemin qui va vraiment annoncer que dans cet édifice-là, il y a ces 4 services-là, puis
bien vérifier pour que ça soit clair que la bibliothèque est située en arrière, puis secondaire. Exactement. Donc, il n'y a rien qui indique que le presbytère, c'est un édifice municipal. Et tous les organismes socioculturels qui sont là ne sont pas identifiés. On va s'assurer des rangs visibles, qui sont bien identifiés, tout simplement. Ça a été une demande qui a été émise par l'équipe des gens de la bibliothèque. Et c'est très, très légitime de leur part, une très bonne idée. Puis, c'est banal parce que nous autres, on le sait, là, mais c'est vrai que c'est pas indiqué. Il n'y a rien qui dit que c'est un édifice municipal, alors que ça devrait être tout à fait normal de l'indiquer. Au point 11, correspondance, on a, c'est rare qu'il y en a, mais là, il y en a. On a une lettre du Québécois d'Amiante qui est une demande d'appui et de partenariat. Donc, je voulais vous en faire part. La municipalité, un peu comme la motoneige, dans la même idée, dans le même état d'esprit, on est en campagne, il y a beaucoup d'adeptes amateurs de quad, de VTT, tout ça. Alors, toujours selon la même logique, c'est pas mal mieux de le permettre en l'encadrant que de laisser n'importe qui faire n'importe quoi, n'importe où. Alors, tout en respectant les citoyens qui sont propriétaires fonciers, pourquoi pas collaborer. Alors, les gens du Club Quad d'Amiante se sont donné un mandat de développement, se sont engagés un coordonnateur, un chargé de projet, ont fait une demande à leur MRC. Et je comprends, c'est pas clair dans la lettre, mais je comprends que c'est une demande à la MRC des Appalaches. Je vais communiquer avec eux autres pour m'assurer que c'est bien de ça, parce que je n'ai pas vu du tout arriver le sujet à la table de la MRC chez nous à Robert-Clich. Alors, je vais vérifier que c'est bien de la MRC des Appalaches à laquelle ils font référence, parce qu'ils demandent un soutien financier de leur côté. Je vais voir aussi chez les collègues de la région à Telfort, voir si leur projet est recevable, et comment ça chemine, et encore on peut les encourager. De là à dire qu'on va leur passer une résolution pour leur demander d'appuyer quelque chose avec des cotisations contractuelles, c'est plus gênant un peu d'aller dire aux voisins quoi faire avec leur argent. C'est un peu plus compromettant, là, mais on va certainement leur donner un petit coup de fil, voir comment ça chemine. À ma connaissance, à Saint-Frédéric, on a déjà dans le passé eu des résolutions, là, même il y a plusieurs années, pour permettre la circulation des VTT dans plusieurs endroits. Là. Oui, ben on a un règlement, regarde. Un règlement là-dessus qui permet la circulation des VTT dans plusieurs rangs, permettre aux gens de rejoindre les sentiers et tout ça. Ils nous demandent une contribution financière. Ben ça, c'est évidemment, on s'est donné il y a 3 ans une politique sur les dons et commandites. Alors, ça, c'est pas recevable, bien entendu, mais c'est pas une raison pour ne pas les aider pour collaborer. Ils nous demandent aussi de les aider à déterminer les points d'intérêt pour tous les services qui pourraient intéresser ou auxquels les amateurs pourraient bénéficier. Donc, par exemple, aller avoir accès à de l'essence, au restaurant, je pense par exemple à la laitière, à des services comme ça. Donc, c'est certain qu'on va pouvoir communiquer avec eux autres, essayer de voir comment on peut les mettre en contact avec nos entreprises, nos commerces, comment ils peuvent établir leur itinéraire, puis ce qu'on peut faire pour collaborer avec eux autres, tout simplement. Ça va? Ça résout le problème? Oui. C'est bon. Ça nous amène au point 12, période de questions. On vous écoute. J'en aurais 2. Lucie. Une en premier. Où qu'on est rendu avec le champ d'épuration? Le champ d'épuration. OK, c'est pas parce qu'on en a parlé justement très tantôt. On fait souvent, on arrive un peu d'avance, avant la séance du conseil pour travailler nos petits points. Et j'ai justement informé, j'ai proposé au conseiller tout à l'heure d'envoyer une lettre à tous les citoyens du village Marie pour leur faire un petit état de où on est rendu dans nos démarches. J'ai toutes sortes de rumeurs, là, puis des rumeurs à l'effet que bon, le projet serait mort, enterré, que tout le monde va être obligé de soit des champs d'épuration, chacun chez eux, tout ça. Or, quand on s'était vu dans la salle de l'autre côté, il y a déjà plusieurs mois, c'était autrefois, c'était à l'époque on pouvait être 50 dans la même salle, c'était comme d'un autre monde. Donc, je m'étais engagé à faire toutes les démarches qu'il fallait pour continuer le dossier. Alors, c'est ce qu'on fait. À l'étape où on est rendu, l'étude sur la capacité résiduelle du bassin d'épuration municipal a été complétée. Elle a été déposée
au ministère des Affaires municipales. Elle a été analysée par les Affaires municipales. Et là, les Affaires municipales ont regardé ça avec leurs experts AEE dans le domaine des eaux usées, parce que la madame qui est la chargée de projet, qui suit notre municipalité, n'est pas une experte dans tous les domaines, donc on a leur personne spécialisée dans ce secteur-là. Là, ils nous sont revenus, ils ont des questions, ils ont besoin de précision, les affaires qui font pas les affaires là-dedans. Donc, on est à l'étape je vais avoir une conférence téléphonique avec l'ingénieur qui a réalisé l'étude pour y adresser nos demandes, parce que lui, il va falloir qu'il réponde au ministère. Fait que c'est une étape parmi tant d'autres. Ce qu'il faut garder le focus pour vous autres, là, pour tous les citoyens du Village-Marie, c'est qu'on s'était dit que de toute façon, il faut gagner du temps pour pouvoir se qualifier pour une meilleure subvention. Moi, si je suis resté avec cet objectif-là, parce qu'une subvention à 60 et quelques %, je trouve que ça n'a pas d'allure. Et on vise le nouveau programme FIMO qui permet des subventions à 80 %. C'est là-dessus que je travaille. Donc ça, il faut quasiment pas qu'ils nous confirment trop vite qu'on est accepté. Il faut qu'ils nous laissent arriver au prochain appel de projet. Fait que pendant ce temps-là, vous êtes toujours tout est sous contrôle. Puis vu qu'on est diligent, parce qu'on n'est pas, on les a pas envoyés promener, là. Nous autres, on n'a pas arrêté, là. On a fait tout ce qu'ils nous ont demandé, on fait toutes les démarches, on continue de dépenser beaucoup d'argent d'ailleurs, puis on a fait travailler des ingénieurs, on a fait toutes les études, toutes les démarches, puis plus souvent qu'autrement, on attend après eux autres, parce que maintenant qu'on envoie les papiers, mais là, après, on attend après eux autres qui nous répondent. Ça fait qu'on les envoie des affaires, on les fait des démarches, donc ils ne nous mettront pas à l'amende, on va être bien surpris. On avait un échéancier jusqu'au mois de décembre, quelle date, là? Au mois de décembre 2020, on avait un échéancier. Le ministère de l'Environnement nous avait dit, au mois de décembre, là, vous devez être conforme. Oui, je veux bien, mais c'est pas moi qui ne veux pas me collecter. C'est pas moi qui ne veux pas le faire, la job. Là. C'est eux autres, le ministère de l'Environnement, qui nous ont barré quand il est venu le temps de donner. On allait en appel d'offres de construction, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas qu'on avait les plans et les livres très finales pour aller en appel d'offres. C'est eux autres, le ministère de l'Environnement, qui nous ont arrêtés. Donc, je confirme, là, je vais vous l'envoyer par écrit à tout le monde pour vous confirmer qu'à l'étape où on est là, le projet, il est tout sauf mort. Parce que si l'ouvrage de vue là-dedans, il n'y a pas un seul atelier de travail. Il n'y a pas un seul atelier de travail qu'on n'en parle pas. Jamais. Il n'y a pas un seul atelier de travail où on n'a pas de suivi là-dessus. Il n'y a pas une semaine où moi et Cathy, on ne fait pas de démarche là-dessus. Pas une semaine. Jamais. Aujourd'hui, vous ne savez pas encore s'il y a de la place ou pas. Ah non, il n'y a pas de place. Ça, je te confirme qu'il n'y a pas de place. Il n'y a totalement pas de place. C'est pour ça que vous n'avez pas de document. Non, parce qu'elle était déjà montée. Oui, c'est que. Nous autres, ça fait pas assez longtemps qu'on est là pour être compris. Non. Ah non, mais c'est sûr que ça ne marchera pas de même. Non, mais c'est pas ça. C'est que vous êtes beaucoup de maisons ensemble. Il y a de la place pour 11 maisons, 12, 13 maisons, 15 maisons. Il n'y a pas de place pour 50 maisons. Ah, ben c'est ça. Ça veut dire qu'il y a de la place. Oui. Là, mettons que là, à cette heure que tout ça est fait, il y a de la place aussi pour les maisons qui ne sont pas bâties. C'est que entre l'autre affaire, les règles, la manière qu'ils sont faites, c'est spécial. Moi, j'en apprends tous les jours là-dessus aussi. Il ne faut pas toujours chercher le bon sens d'une loi. Ça n'a pas toujours été fait comme ça. Selon la grandeur d'un développement résidentiel, il n'est pas toujours obligé d'avoir un certificat d'autorisation d'environnement. Des fois, quand c'est un petit développement, ça peut être fait sur un certificat signé par l'ingénieur. Mais comme vous autres dans le Village-Marie, vu qu'il y a des ponts de refoulement et que c'est gros, parce qu'il y a beaucoup de maisons, c'est sûr que ça prend un certificat d'autorisation de l'ingénieur. S'il y avait eu juste 5 maisons et pas de pont, on ne serait pas dans toute cette affaire-là. Ce serait plus simple que ça. Donc, le petit prolongement de rue qu'il y a eu là n'était pas un projet assez gros pour justifier la grosse affaire. Et bien évidemment que ça prend de la place, même si les maisons ne sont pas bâties, sont calculées, prennent une certaine place théorique. Puis s'il n'y avait pas eu de place, il n'aurait pas pu la faire. Donc il y avait une place théorique. Mais même si la rue ne se serait pas faite, il n'y a pas plus de place pour le Village-Marie, et ça, les ingénieurs nous l'ont confirmé. Ça fait que, quand il y a de la place pour
15 maisons ou pour 5 maisons, ça ne change absolument rien sur le fait que les 50 maisons du village Marie logent pas. Encore rien. Du tout. Du tout, du tout. En plus que, dans le cas d'un nouveau quartier qui se construit en neuf, les calculent moins d'infiltration parce que c'est un réseau neuf. Des maisons existantes, ça va être plus difficile d'éviter qu'il y ait, par exemple, un drain de fondation qui ne soit pas encordé dans les égouts, des choses comme ça. Il peut s'en échapper plus. Tandis que des maisons neuves, bâties en 2020, ben ça, c'est sûr, qu'ils vont être séparés. Vont être beaux. Donc, c'est sûr et c'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus, que ça ne marche pas. C'était déjà ça qui était prévu, et l'étude nous l'a confirmé. Sûr. Je suis assez clair, je ne sais pas comment dire ça, plus clair que ça. C'est sûr. Ça me dérange pas, ça ne change pas l'assainissement des eaux. Non, tout est correct. Ouais. Je marche comme vous marchez. Vous marchez comme vous marchez, puis ne vous inquiétez pas de ça. Mes petits doigts savent la draine, la pêche fait 28 ans. C'est pas grave. Mais c'est juste que ça fait bizarre. Oui. Il se bâtit une rue. Un gars tout seul fait une rue, puis une municipalité n'est pas capable de mettre de l'eau, des égouts d'un bout de village qui est existant depuis toujours. Il a fait une rue dans le parc industriel aussi. Il n'y a pas de début, mais théoriquement, il y a moins de maisons là. C'est encore là, ça a été sur un calcul théorique. Ça a été sur un calcul théorique. C'est parce que comme un non-sens. Tu sais, qu'elle ne fasse pas l'assainissement, ne dérange pas, moi, là. Savais-tu Pour que... m'appeler ma cour est encore correcte. Mais savais-tu que tout ça marche sur des calculs théoriques, là? Parce que si tu comptes à Saint-Frédéric, tous les terrains qui ne sont pas construits, il y en a pas mal, hein? Alors, ça dit en passant. Il y a beaucoup de terrains qui se promènent, mettons, dans tout le village, là. Ils sont déjà calculés. Mais ils n'en envoient pas, là. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Ils n'envoient pas d'égout, là, dans le bassin. Mais il faut qu'ils les calculent. Il n'en envoie pas. Donc, y a-t-il de la place pour le village Marie? Ben, si on enlevait tout ce qui n'est pas bâti, il y en aurait proche, là. Ils sont obligés de le faire comme ici. Tu comprends? Parce que, théoriquement, le matin, il pourrait arriver quelqu'un qui fait une demande de permis de construction sur tel terrain qui est vacant quelque part. On ne peut pas le refuser. Mieux que ça, ils vont selon une moyenne, parce qu'on a des zones, en plus, qui peuvent avoir des jumelés du multilogement des 4 logements. Donc, les ingénieurs, ils vont prudemment. Ils se donnent un buffer, excuse le mot, là, ils se donnent une marge de manœuvre, là, ils se donnent une certaine souplesse dans le calcul pour dire, ben, en moyenne, le temps de mètres cubes par personne, puis selon le temps de superficie, c'est tant de maison. Fait qu'ils se donnent, c'est pas compté à la tasse, là, c'est pas une recette non plus. Ils se donnent une marge de manœuvre. Donc, pendant ce temps-là, vous autres, vos égouts continuent d'aller là où ils vont. C'est-tu merveilleux ou non? Il va falloir que ça se règle, oui. Mais pendant ce temps-là, ça nous donne une chance de se qualifier pour une meilleure subvention avec un autre programme. Et notre chargé de projet au ministère nous a dit qu'on avait de bonnes chances de pouvoir, très bonnes chances de pouvoir appliquer ce programme-là. Oui. Tu parles du programme FINO. Oui. À 80. Oui. Des fois, on entend parler que d'autres municipalités ne peuvent pas en donner. Oui. Une subvention à 90 %. Oui. C'est quoi ce programme-là? Les municipalités sont, c'est pareil comme nous autres avec notre programme d'eau potable. Les municipalités sont financées selon leur ratio d'endettement. Quand une municipalité est en difficulté financière, ou par exemple des municipalités dans des secteurs en défavorisation, ou pour toutes sortes de raisons, ou de toutes sortes de calculs, ou pour des besoins de niveau de priorité de service. Quand du monde n'a plus d'eau à boire dans la maison, là, parce que le système est en ruine, là, tu sais, ben, il y a une évaluation du niveau d'urgence au ministère qui se fait. Notre problème, si je peux dire ça comme ça, c'est que notre ratio d'endettement à Saint-Frédéric est très bon. Et très, 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 très bon. Il faudrait quasiment que je m'arrange pour qu'on s'endette le plus possible avant d'arriver avec mes gros projets. Pour qu'on ait une meilleure subvention. Puis qu'on claire tout en même temps, puis après ça, on libère notre dette. C'est fou de même. Et ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai découvert ça. Donc,
Des fois, on entend parler d'une municipalité qui, effectivement, puis j'ai posé des grosses questions à bien du monde, là. Comment ça se fait qu'un tel a eu 90% de subvention? Ben, il n'y a pas deux municipalités qui sont évaluées pareil. J'arrête pas d'en apprendre là-dessus. Il y a même des municipalités qui reçoivent des paiements de péréquation parce qu'ils sont trop endettés pour ne pas faire trop monter les taxes de leur monde. On a même, ça passé, si tu fais une petite recherche, là, parce que je ne veux pas mettre la peste non plus, mais il y a un article qui a été publié le 21 décembre 2019 là-dessus. Dans la liste de toutes les municipalités. Pas besoin de te dire qu'on n'est pas dedans. Mais il y a une municipalité dans notre MRC qui reçoit notre péréquation. Sur 122 ou 123 000 $ par année. Parce qu'ils ont trop de dettes. Des chiffres comme ça. Des chiffres comme ça. Ça fait que ça joue sur plusieurs facteurs. Si on est dans une situation où on est déjà très endetté, nos taxes sont déjà plus élevées que la moyenne, puis que là, nos tests d'eau ne marchent plus, la municipalité est en début d'ébullition à l'année, là, on est obligé d'urgence de faire des travaux, puis là, ça va coûter la totale, ben là, ça serait plus facile de laisser remonter pour avoir une subvention augmentée. Dans l'actuelle, les taxes sont en moyenne. Ben, elles sont très, très dans la moyenne, elles sont même, notre taux d'endettement est largement parmi les moins élevés de la nation. J'ai fait le même saut. J'ai découvert ça, j'ai été semi-déçu. Moi qui pensais qu'on devait tout casser. C'est d'ailleurs ce monsieur-là qui m'avait amené à poser des questions là-dessus, à m'amener à creuser là-dessus un peu. Il y a un beau site, d'ailleurs c'est public, c'est sur le site du ministère des Affaires municipales. Si vous fouillez un peu, c'est carrément public, avec une petite recherche, on est capable de faire, trouver le profil financier. Le profil financier. Ouais. C'est pas le chiffre comme tel qui est intéressant, ça ne veut rien dire. Le ratio de chaque municipalité ne veut rien dire, on n'est pas capable de l'interpréter, ça découle d'un calcul compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de le comparer. On compare toutes les municipalités entre elles, on compare les régions entre elles, on compare les villes entre elles. Là, on s'aperçoit de comment on se situe par rapport aux autres. Mais ça ne dit pas tout, parce que les autres, ils parlent de l'endettement. L'endettement, ça ne donne pas les revenus, ça. Puis l'endettement, ça ne donne pas les responsabilités des dépenses courantes. Ça ne dit pas comment il y a un grand chemin à entretenir l'hiver. Ça ne donne pas comment il y a de revenus de clairière, par exemple. Ça ne donne pas comment que, tu sais, ça ne donne pas tout ça, le ratio d'endettement. Ça fait que c'est un chiffre biaisé. C'est une réalité biaisée. C'est ça. À Saint-Frédéric, on n'a pas de ressources qui nous permettent d'aller chercher des revenus supplémentaires qui nous tombent du ciel, là. Pas de miracle, là. C'est le bûcher, là. C'est pas facile. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Je te cacherai pas que je l'ajoute. C'est pour ça que. Mais tu gardes un petit bout. Ben, je pas nous motiver. Je ne vais pas vous annoncer des affaires sans être sûr. Non. Mais ce que j'essaie de faire, et ce qu'on a pris comme stratégie avec le Conseil, c'est qu'on s'est donné un plan stratégique sur l'ensemble des infrastructures à rattraper. On a regardé l'ensemble de ce qu'il y a à faire. Là, on commence. D'ailleurs, de façon imminente, j'attends juste le OK du ministre. On va avoir 2 énormes gros projets à vous annoncer de façon imminente. Puis on a réussi à les passer sur une très belle subvention et qui vont venir nous aider. Parce que de toute façon, il faut les faire pareil. Il y a des affaires qu'il faut que tu arrêtes de pelleter par en avant, là, éternellement. L'eau potable, c'en est un bel exemple. Alors, l'idéal, c'est d'arriver avec tout en même temps. Et notre confirmation de subvention, elle se fait au moment où la facture rentre. C'est là. À ce moment-là, ça ne veut rien dire. Autant pour l'eau potable que pour le village Marie, tu sais. On dit n'importe quoi. Le pourcentage de subvention, c'est désestimé. La confirmation se fait au moment où on donne le contrat et qu'on reçoit la facture. C'est là que Cathy reçoit la confirmation du ministère. Puis c'est là que moi, en ligne le violon, je comprends bien qu'il y a un rôle à jouer. Puis c'est là que j'arrive avec une simulation financière au ministère, de dire, bien là, nous autres, pour rencontrer les obligations de tel emprunt, tel emprunt, tel emprunt, tel emprunt, ça me provoque une charge de temps, donc des frais de financement de temps. Puis on parle en dizaines de millions, là, nous autres, de ce qu'on a à financer là, dans les prochaines années. Veut pas. Là. Comment on finira de passer le peu de meubles qui reste, là, puis on se roulera en terre, là. Quand c'est fini, c'est fini.
Ou on va chercher de l'eau à Cricto pour la chauffer. Le village Marie est un estimé Oui. environ de. Oui. Parce que le développement qu'on a fait. L'eau aussi. Oui. Les égouts. Il nous a parlé d'1 million à vue de pied. Mais là, c'est ça qu'on essaie d'avoir. L'étude sur la capacité résiduelle que le ministère a exigé, qu'on a déposée, sur laquelle là, ils veulent des informations complémentaires. Ce qu'on veut avoir après ça, la prochaine étape pour te répondre, c'est pas que la réponse, là, en tout cas, pour te répondre bien comme il faut, la prochaine étape, ce qu'on va obtenir, c'est d'avoir un OK du ministère pour mandater des experts qui vont nous trouver quelles solutions mettre en place pour augmenter la capacité de notre patient. Et il y en existe. J'ai parlé entre autres avec un ingénieur d'une firme de Saint-Georges qui nous a dit qu'ils en font à tour de bras des interventions comme ça ces temps-ci. Parce que des municipalités dans la même situation que nous autres, il y en a beaucoup. Que leur système d'épuration d'eau a été désigné de façon très, très juste. Entre autres, il m'a parlé de Saint-Gilles-de-Villiers. Il dit qu'ils sont exactement pareils comme nous autres. Ils sont arrivés, ils sont bien, bien justes. Et plutôt que de bâtir un autre système comme la vôtre, il existe plusieurs solutions. Par exemple, la compagnie Bioness qui fait des filtreurs domestiques de maison, bien, ils en font des gros municipaux. Et tu peux mettre, par exemple, une série de boîtes de filtration avant d'arriver ou après ton bassin. Il existe toutes sortes de systèmes. Il y a différents fournisseurs qui font différentes patentes comme ça. Évidemment, c'est pas la totale, là. Mais il existe des solutions. C'est pas comme si on était devant rien. Là, ça prend un ingénieur qui va établir c'est quoi la meilleure affaire dans notre cas, dans notre situation, pour répondre aux besoins pour intégrer le village Marie et pour nos besoins des années à venir sur un horizon raisonnable. Mais il y a une perspective raisonnable de le faire. Et le prochain appel de projet, Cathy, pour FIMO, va être on dit en 2022-2023. Fait qu'on ne s'excite pas avec ça. Il faut se rendre là. Il faut juste se rendre là. Il n'y aura pas de temps de cas d'ici 2 ans, ça va être sans doute. Ben, à moins d'obtenir un décret ministériel qui autorise le projet avant. Non, c'est parce qu'il faut que tu comprennes que comme citoyen, on va avoir un aperçu. On a des travaux à faire, on attend. Mettons que, OK, si c'est vers ça que tu veux m'emmener, si tu as une grosse job de patio avec l'interbloc à faire, c'est pas l'idée du ciel. Mais si tu veux te mettre des fleurs maison, tu vas avoir le temps des voir. Tu vas avoir le temps des cercler même. Mais piscine, interbloc, asphalte neuve, pas l'idée du siècle. Tu risques d'arriver. Beaucoup. Beaucoup. C'est ça. C'est ça. Ça va se faire, c'est sûr. C'est sûr parce que l'étude confirme qu'il n'y a pas d'autre alternative. Ça a été évoqué, ça. Donc, si ça n'a pas de bon sens, ça va-t-il revenir à refaire chacun chez vous un champ d'épuration? Ben, on l'a évoqué à une couple de reprises avec Jean-Denis, c'est qu'on a réussi à faire valider qu'on est admissible à une subvention parce qu'il y a un réseau municipal, donc on est responsable. Ça, je ne sais pas comment ça pourrait revirer, là. Ça ne revire pas. Ça ne revire pas. Ça ne revire totalement pas. Mais c'est ça. Mettez-vous des fleurs. Il y en a plein, là. Mais pas d'interbloc. C'est pas une bonne idée. Les jardins sur une Tu me réponds. Des bonnes affaires. Des bonnes affaires. Tu roulais. C'est une réponse honnête, ça? Oui. Je ne peux pas dire que c'est la réponse que tu voulais, mais c'est une réponse honnête. Non, mais c'est une réponse. C'est-tu ce qui serait pire? C'est que si tu ne le saches pas en tout, tu fais ton interbloc en deux, puis on arrive avec la pelle dans la ligne d'après. Ça serait pire. On peut en faire en arrière. Ouais. On n'en fait pas en avant. À moins que tu aies déjà une sortie en arrière ou je ne sais pas quoi, là, mais en arrière de la maison, ben, tu fais tout ce que tu peux. Tu peux prendre l'avance, tu peux déjà faire ton drainage, utiliser tes sorties. Bon, ben, tu sais, c'est ça, là. Si il y a des affaires que tu sais, que tu as vu les plans, change pas, ça, là. Tu sais où est-ce que le trou va être.
Ça ne changera pas, là. Ils ne referont pas les plans. Là. Ils vont être revalidés à la dernière phase parce que il y a eu beaucoup d'argent mis, là, pour faire des plans, il y a des centaines de milliers de piastres là, qui ont été mis, là, tout ça. Là. C'est ici, là, la différence. C'est juste là. Là. Tout ce qu'on dit là, c'est juste pour le bassin d'accueil. On va recevoir ça. Là. Tout ce qui est dans votre secteur, là, on ne parle plus là, de ça. Là. Donc, en principe, ça devrait débloquer tout en même temps. Parce qu'un va avec l'autre. Pour ça, tu parlais peut-être de 10 millions. C'est sûr que là, actuellement, moi, j'ai évalué de tout ce qu'il y avait à faire à Saint-Fédéric aux alentours de 13 millions. C'est quelque chose. Là. C'est quelque chose. Sachant que notre dette à long terme est de 1,9 million. Là. Présentement, c'est quelque chose. Pelletin, maintenant, il y a une violation. C'est quelque chose. Là. Mais on a toujours le choix de dire on le fait pas. Ce qu'on fait. Ça reste qu'on pourrait toujours déterrer le fait qu'on a toujours un mystère de savoir comment ça se fait qu'il y avait une loi, qu'il n'y a vraiment personne qui vous ont parlé que, tu sais, depuis 1981, il y a théoriquement personne au Québec qui devait envoyer des égouts dans le fossé. Tu sais, c'est un mystère total là-dessus. Là. Pas rien que ça, tu vas dire en passant, là, hein, dans plein des régions au Québec. Là. Des affaires comme ça qu'on ne saura jamais. Là, on le gère. Ça te retombe un petit peu. Ça, c'est l'information à vous d'asseoir. La semaine prochaine, on va avoir d'autres choses. Tu reviens trop. Tu peux venir à chaque mois de pis, tu es rendu, tu te dis, bon, on a quoi à trouver moi. À moi, quand les feux bien longs, là, tu vas savoir davantage. D'autres questions? Oui, monsieur. Ben là, je l'ai mis, si vous avez la patience de m'attendre, je l'ai mis en 13.1. La lettre du Cobaric, là. C'est ça. C'est ça. Oui. Ouais. Vous ne voulez pas, j'arrive. M'entendez-vous? À vous d'autres questions? Parfait. Oui, monsieur. C'était peut-être pas tout là quand je suis arrivé. Là. Je sortais d'une sieste, je suis arrivé en retard. Eh mais, bien, les matières résiduelles, je ne sais pas si j'avais posé une question il y a plusieurs mois là, concernant le compostage qui va devenir obligatoire éventuellement en 2022. Là. Je ne sais pas si tu en as glissé mot ou pour savoir s'il y a eu des suivis là-dessus. Oui, on peut-être d'un éco-centre. On en a parlé. On en a parlé dans une précédente réunion qui était à Nucléo, là, justement, là, au travers du brouhaha qu'on a eu. La MRC Robert Clich, on est associé avec la MRC Nouvelle-Beauce pour la gestion de nos matières résiduelles, et ça en fait partie. Or, la MRC Nouvelle-Beauce, comme tu as pu le constater, on a eu légèrement un peu de flot dans leur bureau en 2019. Ils sont en train de travailler pour se rebâtir en deux. Ils se sont déménagés à Vallée-Jonction en attendant dans des locaux loués, tout ça. Ils ont mis tout ça sur la glace et nous ont demandé de les attendre. On est assez mal réunis pour dire qu'on ne les attend pas. Parce qu'on est un petit peu beaucoup associés avec eux autres, donc on dit c'est bon. Ils nous ont demandé de mettre ça sur pause pendant 1 an. À la table des maires, à un moment donné, ce printemps, c'est venu ce sujet. Placez-vous, là, on reprendra ça quand vous serez placé, on va lui donner une chance un peu, parce qu'il faut nous aider pas tout le monde. Tu comprenez un peu. En gestion des matières compostables, il faut distinguer 2 affaires pour faire une vraie réponse complète. On parle des déchets de table, on parle de tout le reste. Il ne faut jamais mélanger le fait des branches d'arbres ou des balayages de pelouse sur le terrain avec les déchets de table compostables. Ça, c'est 2 affaires que les gens confondent, qui n'ont pas pantoute la même traîne de destination. Comme par exemple, des feuilles mortes sur le terrain, là, c'est pas supposé jamais aller dans le centre de traitement des matières résiduelles. Les feuilles mortes, c'est supposé s'étendre au champ, directement, ou dans le boisé, ou n'importe quoi. Et ça se gère par des éco-centres, justement. Et partout où ça s'est fait, généralement, il y a quelqu'un qui est intéressé à les reprendre ou qui les composte sur place. Et un 10 roues de feuilles monte, même bien foulé, là, même foulé tant que tu peux, là. Un coup composté, là, ça loge dans
On en met en masse, là, mais à peine plus que le ballon. Tu sais, c'est effrayant, ça disparaît quasiment. Ça fait que t'envoies pas ça au site d'enfouissement ou de traitement, rien de ça. Ça se gère sur place. C'est la même affaire pour du gazon. Du gazon, un coup composté, là, il ne reste plus rien. Il paraît que c'est phénoménal comment est-ce qu'il ne reste rien. C'est ce qu'on m'a dit. Je calcule moi-même, les branches d'arbres et autres choses comme ça. C'est pour ça que ça prend une solution locale avec un éco-centre pour répondre aux besoins du monde, parce que le monde n'a pas besoin d'une place là-dessus. Ça ne passe pas à côté de ça. Il faut trouver des ententes avec du monde localement pour accueillir ces affaires-là qui ne sont pas sales, qui ne sont pas contaminées, qui ne sont pas dangereuses, qui ne sont pas, puis qui peuvent même rendre service. Bon. Ça, c'est un. C'est une étape. Ça, on veut travailler là-dessus, puis ça prend beaucoup de place, puis c'est beaucoup de tonnage, là. C'est pas drôle de payer du tonnage pour faire enfouir de la pelouse qui est mouillée et qui pèse, alors que ça, c'est un non-sens consommé. C'est pas un non-sens du point de vue de l'environnement. Financièrement, c'est fou. C'est pas le bon sens. Puis, la loi dont on parle, là, c'est sur les déchetables. Et la solution vers laquelle on s'en va, ça serait un petit sac qui serait dans le bac noir, qui serait trié au site d'enfouissement par un robot qui a été élaboré aux États-Unis, qui détecte le sac en question, qui est d'une couleur particulière, puis qui le met à part, et qui le composte sur place au site d'enfouissement, en des tas, puis il brasse ça, puis tout ça, puis ça. C'est vraiment un troisième bac. Il n'y aura pas de troisième bac, c'est ça. C'est une question de densité de population dans notre cas. Dans la ville de Montréal, le troisième bac peut avoir du sens. Dans les MRC Robert Clich, ça n'a pas d'allure. On va dépenser plus de diesel, de truck, plus de coûts que ce que ça a du bon sens pour répondre aux besoins du monde. J'ai eu beaucoup de scénarios, on a eu beaucoup de présentations. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, ça fait un sac de plastique de plus. Oui, oui. Mais un bac brun aussi, ça prend du plastique, puis un truck qui se promène du chemin, tout. Pour avoir un impact environnemental, il ne faudrait pas être bon. Ça, c'est. Il n'y a pas de miracle, là. Il n'y a pas de miracle. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. Et pour l'instant, c'est juste sur pause. Puis là, en plus, il est arrivé la pandémie, parce que là, on avait notre spécialiste à la MRC devait se rendre aux États-Unis, là où ça fonctionne. J'ai vu des vidéos de ça, tout. Franchement, j'étais tiède. J'étais plutôt sceptique. J'ai envie de trouver que ça commence à avoir du bon sens. Puis, ça évite d'avoir un bac qui sent la charogne à côté de la maison, puis qui fait de la culture de verre blanc. Ça fait que ça m'encourage à être un petit peu plus positif vers la chose. Parce que l'hiver, c'est bien drôle, là, mais l'été, venez là, s'il vous plaît. Hein? C'est ça. On s'enligne vers ça. Ça serait ça la solution qui est retenue. Puis, l'économie de tonnage enfoui est surprenante. Il me semble qu'il m'a parlé d'une quarantaine de pourcents, parce que je me rappelle plus des chiffres par cœur. Mais je ne me rappelle plus des chiffres par cœur. Je me dis ça plus pourquoi. Là. Mais il va arriver de l'information là-dessus. Là. Ça va être intéressant. Il faut garder aussi à long terme. Ce qui m'intéresse le plus dans ce projet-là, c'est le fait que notre site d'enfouissement, vous y tirer à la vie le plus possible. Parce que quand il va être plein, d'en faire un autre, ça va être effrayant. Ça, c'est sûr. Conscience environnementale ou pas. Ça va être loin. Ouais. Ça va être la guerre totale, ça. Faire un nouveau site d'enfouissement. Ménageons celui-là. Donnons-y la chance de vivre le plus vieux possible. Espérons que au maximum. Même quelqu'un qui ne croit pas à ça dans l'environnement, croyez-y. Croyez-y. Parce que le site d'enfouissement, lui, il sait. Je peux vous le dire. Ça, c'est sûr, ça. C'est bon. Ça te répond-tu? Oui, c'est bon. On va attendre. C'est bon. C'est bon, toujours. C'est bon. Ça fait le tour de plein de questions. Non, je vais répondre. Ça répondra à personne, ça répond. Êtes-vous sûr? Parfait. En passant, là, on va vous leur dire, là, content que vous soyez là.
C'était plate rare, là, des réunions avec Clou parlant de TV, puis pas avec ça. Là. J'avais honte qu'il y ait du monde terrible. J'avais besoin de voir du monde, c'est terrible. C'était vraiment. Vous aimez là, tout le monde, là, mais. Hein? Oui, ben c'est ça, on va se poser le micro pour tomber en vacances. Ça nous amène au point 13 en variant les questions diverses en 13.1, ben, la lettre du Cobari. Monsieur, vous m'en avez parlé. Vous expliquez ce que c'est ça, là. Bon, tout le monde, même moi, j'ai fait le saut moi-même parce que je ne pensais même pas le recevoir, mais vous avez normalement tout le monde, tous les propriétaires à Saint-Frédéric, sans exception, de ce que je comprends, ont dû recevoir une lettre de la part signée par Mme Véronique Brochu, directrice générale du Cobaric. Le Cobaric, c'est le comité du bassin versant de la rivière Chaudière, qui a été mandaté par la municipalité de Saint-Joseph-des-Érins pour faire une étude sur les affluents de la rivière des Fermes. On a eu une réunion, c'est quand c'était l'année passée, depuis quand? On a une réunion à Saint-Joseph-des-Érins, bref, le groupe municipal, à l'initiative de mon collègue Jean Aubois de Saint-Joseph, qui veut essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des eaux, des inondations provoquées par la rivière des Fermes avec les dommages que ça cause. Évidemment, l'eau elle coule. Bon. Puis, il ne pourra pas tout régler, mais il dit on va essayer d'en prendre une pour voir ce qu'on peut faire pour essayer d'aider ça. Puis, la rivière des Fermes, ben, elle descend à côté de la côte des Bœufs, on prenait tout, puisqu'il y avait l'autre fois une main des Fermes, puis là, après ça, elle arrive dans les fonds, puis avec tous les dommages que ça cause, on sait le chemin bouche moindrement qui vient de Tistonville, ça bouge, là. Puis là, on dit tout que c'est de la faute au ministère des Transports qui ont fait le pont trop bas. Bon, on peut sortir toutes les théories, mais il n'empêche pas qu'ils descendent de l'eau. Et ce qui arrive, c'est que la plus grande partie du bassin de la rivière des Fermes est à Saint-Frédéric. Il y en a un petit peu à Drigne, il y en a un petit coin à Saint-Jules, il y en a un petit peu à Saint-Séverin. Il y en a, je pense, à Frisette, à Sacré-Cœur de Jésus, mais essentiellement, la majorité de l'eau qui coule dans la rivière des Fermes, c'est de la pluie qui tombe à Saint-Frédéric. Ou je vais dire peut-être à 90 %. Je ne me trompe pas beaucoup en disant ça, là. Ça fait que ça nous concerne beaucoup. Donc, on a été interpellés, la municipalité de Saint-Joseph-des-Érins nous a interpellés, ils ont réuni tout le monde, on était toutes là, toutes les municipalités concernées, toutes les municipalités qui touchent au bassin de la rivière des Fermes, tout le bassin hydrographique, là, tout ce qui coule vers la rivière des Fermes. Tout était là avec tous les directeurs généraux de toutes les municipalités. Il y avait toute l'équipe du Cobaric qui était là, les gens de la MRC qui étaient là, il y avait tout un assemblée. Et ils nous ont demandé notre collaboration pour voir ce qu'il y avait moyen de faire. Et surtout, en faisant cette étude-là, ça leur permet d'aller chercher du financement pour essayer d'aider à apporter des solutions. La première étape, c'est d'aller voir ce qui se passe, de faire le tour de tous les affluents, de tous les petits ruisseaux, de tous les fossés, de tout ce qui amène de l'eau dans la rivière des Fermes. Et là, j'avais bien dit, j'ai dit, ben beau ça. Et là, pas mal beaucoup concerné, là, Saint-Frédéric, puis je vous venez gros de même, là. Je ne commencerai pas à venir me dire que si le chemin bouge à Saint-Joseph, c'est de la faute de Saint-Frédéric. Non, ils m'ont juré que c'était pas vers là qu'ils allaient. OK, c'est beau. Parce que quand nos chemins bouchent à Saint-Frédéric, on ne vous en parle pas à Saint-Joseph. Hein? Vous autres, vous avez de l'eau, nous autres, on a de la neige, chacun de notre autre, là, veut dire, hein? On vous demande pas de nous aider à pelleter là, quand on est pris dans le. Ça a donné, nous autres, ben, chacun nos bonheurs. Quand on est fort, c'est votre tour, vous allez en avoir. Pas de ma faute à moi si vous êtes en bas, c'est pas de votre faute à vous autres si on est en haut. Là. C'est ce que je te dis, là. Hein? Le bonheur est réparti comme ça. Là. Ça fait que c'est ça. Mais il n'était pas sur ce modèle. Il était sur le mode de collaboration. Et les gens du Cobaric qui veulent travailler avec les gens qui veulent bien. Par exemple, quand une municipalité fait un fossé sur le bord de l'Orient, bon, juste la manière qu'on fait le fossé. En termes de formation auprès de ceux qui font auprès de la peine mécanique quand ils font le fossé, ben, plutôt que tout scraper le fossé, juste enlever le fond pour corriger, puis laisser le plus possible de couenne sur le fossé. C'est un exemple qu'elle donnait.
pour éviter que ça mine et que la gravelle descende. À chaque année, qu'elle dit comment on va mettre gravier dans l'eau. Hein? Comment 1000 piastres, 25 000, 30 000, 40 000, je ne sais plus de ça. Non, dans le 12 15 000 piastres. Bon. Les 15 000 piastres de gravelle qu'on met dans l'eau à chaque année, est-ce que vous pensez qu'ils vont? Ils descendent direct à Saint-Joseph. C'est pas dur. On nous envoie 15 000 piastres de gravelle par année. Direct. Puis quand vous passez sur le pont de Saint-Joseph, vous regardez ce que la rivière des Fermes arrive dans la rivière Chazère, là. Il y a un gros tas de sable, là. C'est notre gravelle. On n'a pas le droit d'aller la chercher parce qu'il y a peut-être des autres poissons dedans. Sont-ils heureux, je pense? Mais à chaque année, on envoie 15 000 piastres. Puis ils commencent à en avoir, là. Puis là, ils ont des sérieux problèmes. C'est ça. Il y a peut-être des manières qu'on peut faire quand on aménage les cours d'eau, quand on aménage les fossettes, quand on travaille sur nos terrains, quand on les bandes riveraines, ainsi de suite. Les producteurs agricoles s'en rendent compte quand tu veux forcer, mettons, après des fois, sur le bord des ruisseaux. Au printemps, quand ça fond et que ça, je le sais, sur les terres, je l'ai constaté, c'est toujours mieux de laisser pousser un peu de fardoche, ça tient le terrain, parce que quand tu veux forcer trop, au printemps, ça se mine et ça déboule. Fait que ça finit que tu perds 2-3 pieds à chaque année. Au bout de 10 ans, ça finit que tu as perdu ce que tu aurais dû laisser en fardoche. Tu as perdu pareil. Puis cette gravelle-là est où? Elle est à Saint-Joseph. Tu sais, ils n'y avait pas nécessairement notre gravelle, nos roches, tout ça. Ça fait que c'est ça. Donc, le Cobaric envoie une lettre pour demander la permission de visiter les propriétés. Et si vous ne voulez pas les voir, rien qu'à appeler, dire tu ne mets pas les genoux, je t'attends avec 12. Ça va, je ne pas ça. Ça ne fait pas 12, là, c'est une blague. C'est une blague! À la base, c'était supposé envoyer ça juste aux citoyens qui étaient concernés, qui avaient un condo, quelque chose, mais ils l'envoyaient à tout le monde. Tout le monde. Parce qu'on vient de chez nous. Ben oui, mais moi, le premier, j'ai reçu ça, à la lettre avec ma maison hier. Tu sais, j'ai dit, c'est quoi l'affaire? C'est ça de chez nous, pas dans le ruisseau chez nous. Tu sais, c'est tout le village. Tu sais, c'est pas l'enfant. Là. Fait que si vous ne comprenez pas de quoi il est question, c'est pas ça vous concerne pas, oubliez ça, c'est pas grave. Et si vous recevez ça, vous avez une propriété, une terre, il y a un ruisseau, des choses comme ça chez vous, ben, ça se pourrait que ça vous concerne. Et ça se pourrait que ces gens-là aimeraient ça aller prendre une marche sur votre terre, tout simplement. Ils ne vous obligeront à rien. Et s'ils font des recommandations, vous n'êtes pas obligé de les faire. Ça va être juste avec la collaboration des gens, tout simplement. Et si jamais vous ne voulez pas les voir, juste à appeler, dire j'aimerais mieux que tu viennes pas chez nous. Écoute, je ne sais pas quelle humeur que je pourrais avoir ce journée-là, mais ça fait que tu fais aussi bien de ça dans ton chambre. Donc, il y a ça qui vont pas. C'est vraiment savoir la collaboration. Puis, à quelque part, entre voisins, on a une excellente collaboration avec les gens de Saint-Joseph des Arabes, avec Saint-Joseph en général. Puis, je pense que c'est une façon de se donner une chance un peu. Mais qu'on ait une tempête de neige, on les invitera à venir nous aider. Pour ceux qui vont se retrouver tant que ça à monter à la côte, nous aider. Là. En tout cas, qu'est-ce qu'entre voisins, il faut essayer des fois d'essayer de collaborer un petit peu. Puis, je peux vous dire que l'entente est excellente avec les gens de Saint-Joseph. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on n'essaye pas de voir ce qu'on peut faire. Déjà, souvent, c'est nos amis, c'est nos cousins, c'est les mêmes familles, c'est des gens qu'on ne côtoie beaucoup. On va essayer de voir ce qu'il y a moyen de faire raisonnablement pour collaborer, c'est juste ça. Cette lettre-là, c'est juste ça. Ça ne vous oblige pas à plus que ça. Ils veulent juste aller prendre une marche sur vos propriétés, si vous le permettez. Ah bon? C'est juste ça. Et les recommandations suivront. Est-ce que ça va le tour? D'autres questions que vous pensez? Tu as dit d'autres choses? Demain, tu vas me dire que tu as oublié quelque chose? Non, je check. Si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour poser le levé de l'Assemblée. Madame Anne-Marie, et ça fait le tour. Bon, merci beaucoup. Et bienvenue au prochain. Salut tout le monde. Ah, ouais, c'est la roue. Non, je l'ai lu chez nous.